Il est devenu difficile de suivre l'actualité sans entendre régulièrement parler de fake news, des fausses informations qui seraient fabriquées et diffusées par des agents mal intentionnés pour obtenir un gain politique. Certains diront que le phénomène n'a pas forcément grand-chose de nouveau, d'autres affirmeront qu'il s'agit d'une crise d'une ampleur sans précédent. Sans vouloir l'embarquer dans la défense de l'une ou de l'autre de ces positions, le philosophe Jacques Bouvresse, grand lecteur et spécialiste de Karl Kraus, journaliste et satiriste autrichien, a parfois rappelé que la presse n'a pas forcément adopté à une quelconque époque un régime de suprématie de la vérité, mais sans doute plutôt de suprématie du chiffre des ventes. Dans ces conditions, plutôt que d'attendre du pouvoir politique, certainement encore moins à même que les journalistes d'être crus par défaut, un salut par la loi, il est peut-être préférable de s'armer individuellement en pratiquant ce qui a pu être nommé l'autodéfense intellectuelle ou, comme le dirait mon invité dans cet épisode, Christophe Michel, l'hygiène mentale. Christophe nous explique comment il peut être tenté d'éduquer les enfants notamment au traitement des contenus médiatiques. Je reçois ce soir Christophe Michel qui est enseignant. Christophe, vous animez la chaîne YouTube Hygiène mentale où vous défendez le scepticisme et la méthode scientifique. Et vous vous impliquez aussi dans des projets d'éducation à la pensée critique et notamment au traitement de l'information médiatique. Les pouvoirs politiques semblent s'emparer de plus en plus de la problématique autour de ce qu'il est désormais convenu d'appeler les fake news. Et parmi de nombreux autres exemples, on peut en citer un très récent, qui est celui du président de la République française, qui annonçait un projet de loi. Donc là, je vais citer un site d'actualité en ligne, qui explique que les plateformes se verront imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. Donc vous étiez vous-même, Christophe, présent à un congrès au Parlement européen, donc à Bruxelles, sur ces questions-là. Ici, on voit que la méthode disons, de lutte contre la diffusion et l'influence des fausses informations, des informations considérées comme fausses, proposées par le pouvoir politique français, le président de la République en l'occurrence, plutôt de type répressif, même si par rapport à ce qu'on a pu entendre ici et là, d'autres propositions, c'est peut-être répressif, doux entre guillemets, mais ça reste de type répressif. Et évidemment, ça appelle à la question, dans ce cas-là, si le pouvoir politique se prétend légitime à essayer de contrôler ce qui est diffusion de certains types d'informations, qui va décider de ce qu'est une fake news? Moi, ce que je préférerais, c'est enseigner aux conducteurs à bien conduire et à être prudents sur la route. C'est-à-dire, en fait, donner des cours d'éducation aux médias, à toute la population, pour que les gens soient plus à même de faire le tri entre les fausses informations, les vraies informations, essayer de savoir comment trouver de l'information fiable et ne pas se faire avoir par les canulars ou par les désinformations. Voilà, c'est plutôt cette voie-là que je préférerais voir tout le monde emprunter. Ça, dans la métaphore routière, ça consisterait à donner des cours de conduite avant même que les gens soient lâchés sur les routes, c'est-à-dire en fait même avant que les gens aient accès à Internet et à tous les réseaux, c'est-à-dire en fait même à l'école, si possible, assez jeunes, avant qu'on soit confronté à tous ces médias. Mmh. Donc avant de peut-être expliquer un peu plus en détail comment ça peut fonctionner, une telle éducation au traitement de l'information médiatique. On peut juste rapidement rappeler qu'il existe d'autres manières de vouloir ou de prétendre vouloir lutter contre les fausses informations. Donc il y avait notamment l'initiative des journalistes des décodeurs du monde qui consistait en quelque sorte à donner des notes aux organes de presse. Oui, tout à fait. Donc ça marche. Enfin, c'est pas à vos yeux, si j'ai bien compris, et pas non plus la meilleure manière de faire.
Ben, ça, c'est une sorte de voie un petit peu intermédiaire qui, sans essayer de interdire l'accès aux fausses informations ou au moins de les censurer ou de les démonétiser, c'est la stratégie qui consisterait toujours dans cette métaphore à essayer de signaliser les routes qui sont dangereuses ou trompeuses en mettant des panneaux ou des marquages au sol. Et là, effectivement, ce projet des codex qui a été lancé par une équipe de fact-checkers, de journalistes professionnels, qui consistait à essayer de signaliser tout l'Internet pour faire lever des drapeaux quand on va sur un site qui est connu pour faire de la désinformation ou donner des fausses nouvelles. Et en fait, ça peut avoir plein de bons aspects et c'est quelque chose que moi j'aime bien pour la plupart de ces aspects-là. Et puis il y a quelques travers auxquels il faut être conscient, quoi. Par exemple, pour les plus jeunes, c'est pratique pour eux d'avoir une référence d'une liste de sites qui sont connus pour faire des fausses informations. Par exemple, la liste bleue de Decodex, c'est la liste qui consiste à faire la liste de tous les sites connus qui font des sites parodiques, qui font de la fausse information, mais dans un but humoristique, juste pour de la parodie. Ben, c'est chouette d'avoir une liste comme ça sous la main, juste pour pouvoir vérifier si jamais tel site est bien répertorié dans la liste des sites humoristiques. Bon, la plupart du temps, il suffit d'aller lire la partie à propos ou les mentions légales du site pour être bien certain qu'il s'agit d'un site parodique. Mais bon, vu que certains sont pas très très clairs ou même font une partie à propos qui est elle-même trompeuse ou humoristique, bon bah on peut se laisser avoir. Donc cette liste bleue là, moi je la trouve très chouette. Après ils ont aussi une liste rouge des sites qui ne marchent pas ouvertement en tant que site parodique créant des fausses informations. C'est-à-dire, ils se présentent comme un site d'information tout à fait sérieux et en fait ils ne font que propager des rumeurs crasses ou écrire les pires âneries. Et il y en a qui sont vraiment très visibles et très reconnaissables. Et bon, ceux-là, on peut en faire une liste à peu près objective. C'est-à-dire qu'on peut trouver des critères qui sont vraiment carrés pour signaler des sites qui sont très clairement en dehors des clous de la rationalité ou de la vérification des sources. Donc faire une liste de ces sites qui sont ouvertement à faire de la désinformation à longueur de journée, c'est chouette aussi. Et ça permet de juste en quelques clics de savoir s'il a bien été référencé par des professionnels ou pas. Je pense que le plus délicat, c'est leur liste orange. La liste orange du Decodex, elle proposait de faire une liste des sites dont le contenu est idéologiquement chargée par une vision du monde et qui pourrait être biaisée parce qu'elles défendent une vision du monde en particulier. Et ça par contre, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place ou à trouver des critères objectifs parce qu'en fait, tout le monde a une vision du monde qui est conditionnée par son origine, sa classe sociale, son point de vue politique, sa religion, et même les journalistes du monde eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte, mais ils ont une ligne éditoriale et une politique, une vision du monde qui se trouve que c'est celle de la majorité. C'est celle qui fait à peu près le consensus. Donc eux, ils appellent pas ça une idéologie divergente, ils appellent ça juste la façon normale de penser. Mais même cette façon standard, majoritaire de penser, le point de vue de la majorité, c'est quand même une idéologie comme une autre, quoi. C'est le libéralisme ambiant. Et du coup, ils avaient classé quelques sites, comme je sais pas moi, le site Fakir de Ruffin, comme dans la liste orange, parce qu'ils trouvaient que c'était trop alternatif. Voilà. Mais en fait, c'était juste minoritaire, en fait. Et cette liste-là, elle fait juste la liste des idéologies qui sont minoritaires comme étant pas de confiance, alors que les idéologies qui seraient plus dans le consensus, elles seraient plus de confiance, ce qui est bien sûr complètement trompeur. Alors, il y a aussi une autre possibilité, enfin là c'est peut-être trop compliqué et je crois que ça n'a pas trop été discuté, mais on pourrait penser à une sorte d'écosystème médiatique un peu plus proche de celui de la publication scientifique avec une évaluation par les pairs. Mais bon, ça semble assez incompatible finalement avec le rythme effréné de ce que les Américains appellent le news cycle, quoi. En fait, moi, je me souviens d'un projet d'application qui date déjà de plusieurs années, qui s'appelait Web of Trust, l'Internet de la confiance. C'était une application que chacun pouvait à télécharger et mettre sur son navigateur,
et qui proposait à chaque utilisateur de signaler les sites qui étaient clairement de la désinformation ou des fausses nouvelles. Et ça fait une bonne idée, un petit peu comme tu le disais là, la revue par les pairs, c'est-à-dire que les internautes eux-mêmes se prendraient en charge pour essayer de baliser les endroits vérifiés et les endroits qui racontent des fausses nouvelles. Et en fait, c'était assez beau sur le papier. Ça a l'air d'être un système qui peut marcher, de faire ça de façon collaborative. Mais en fait, il y a des travers qui sont structurels au mode collaboratif, qui fait qu'avec le temps, cette application, elle est moins devenue une plateforme qui permet de trier le vrai et le faux, et plus une plateforme qui permet juste de juger la motivation des minorités les plus engagées. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais, je sais pas moi, une petite minorité de gens militent pour je ne sais quelle fausse nouvelle complètement idiote, je sais pas moi, la Terre est plate par exemple, où on n'est jamais allé sur la Lune, il suffit qu'ils soient suffisamment fédérés et motivés sur leur forum pour débarquer à plusieurs dizaines ou plusieurs centaines sur l'application, et puis mettre en rouge tous les articles qui ne correspondent pas à leur philosophie, et puis flaguer comme étant vert tous les sites qui vont dans leur sens, leur propre blog en particulier, et faire complètement basculer la tendance. Et si c'est quelques dizaines de personnes encore, peut-être que les sceptiques pourront essayer de contrebalancer ça et puis de faire un poids. Mais si jamais, je sais pas moi, un jour sur un très grand forum français, je sais pas moi, un grand forum où il y a des milliers et des milliers de personnes, je sais pas moi, un forum de jeux vidéo par exemple, où il y a des milliers et des milliers de jeunes qui se disent tous en même temps, allez, chiche, on va tous flaguer en rouge le site de je sais pas, tel homme politique ou tel journaliste qu'ils aiment pas. Et l'application de navigateur, ainsi, les couleurs de confiance qui apparaissent, elles ne sont pas le fruit d'une réflexion sur les sources et la validité des sources, mais seulement sur la motivation des buzz, et les couleurs valsent juste au gré des courants et des bourrasques des mèmes de l'Internet. Et ça, c'était donc un désastre de ce côté-là, et cette application-là, elle devient complètement inutilisable parce que toutes les couleurs correspondent à rien. Est-ce qu'on pourrait penser à un système de revue par les pairs, mais vraiment les pairs journalistes, quoi, entre eux? Ah, voilà. Et alors là, si vraiment ce que tu appelles les pairs, c'est pas collaboratif avec tous les citoyens, mais seulement une élite qui s'y connaîtrait, Ouais, du coup, qui c'est qui choisit ces pairs-là? Comment tout à est-ce fait. qu'on définit qui a accès à ça? Et les personnes qui seront choisies pour participer, c'est eux qui vont déterminer l'idéologie qui est bien et puis les idéologies qui sont fausses. Et laisser la charge à une petite élite d'avoir le pouvoir de déterminer le vrai et le faux pour les citoyens, ça, c'est une démarche qui est pas très saine et qui me fait un peu peur. Je ne sais pas comment on déciderait, qui aurait vraiment la responsabilité de décider ce qui est vrai et ce qui est faux, quoi. Ouais. Mais imaginons quelque chose qui n'est pas une vocation officielle, hein, je veux dire quelque chose qui soit juste un système, enfin un système, disons quelque chose qui est fait par les journalistes entre eux, quoi, sur lequel l'État n'a aucune Ouais, autorité. ouais. Les journalistes entre eux, c'est par exemple les initiatives, comme tu disais, le Décodex, quoi. C'est Hmm. les journalistes du monde qui, avec leur propre subjectivité, essayent de faire des listes de fausses et de vraies nouvelles, quoi. Ou là, c'est même pas des fausses et des vraies nouvelles, c'est plutôt des sites de confiance et des sites de moins confiance. Voilà. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est, je pense que l'initiative Décodex, en fait, moi je la trouve plutôt chouette si toutes les rédactions faisaient de même. En fait, ce Ouais. qu'il faudrait, c'est une équipe spécialisée dans le fact-checking qui fasse des enquêtes de fond et pas seulement du buzz d'actualité, Mhm. et qui, chacun de leur côté, fassent des listes de sites de confiance et de sites de fausses informations. Et là, je pense qu'on aurait un petit peu plus un système qui ressemble un peu au système des publications scientifiques, c'est-à-dire que là, il y a des consensus qui pourraient finir par se dégager au bout d'un moment en Mhm. faisant des sortes de revues de la littérature des différentes rédactions. Voilà. Ça, c'est possible. C'est juste que s'il y a seulement le Décodex et que c'est la seule référence, bon, là, c'est un peu biaisé, quoi. Ouais. D'accord. Alors, Et tant qu'on est dans les initiatives pour proposer
Mhm. des choses. J'en profite là pour te parler de un autre, une autre application à Ouais. installer un module sur les navigateurs, qui s'appelle Rebooter, R, voilà, le rebooter, c'est-à-dire le réfutateur. Mhm. C'est un module de navigateur, une extension qui propose de façon participative à tous les citoyens, non pas de flaguer en rouge les sites qui ne sont pas de confiance ou en vert ceux qui sont de confiance, mais plutôt de mettre face à face des opinions contraires. C'est-à-dire que Mhm. à chaque article qui prétend, par exemple, que les vaccins sont nocifs et causent le cancer, de Mhm. mettre en face un article qui dit exactement le contraire. Et pareil pour les vraies nouvelles, on peut en mettre une qui raconte faux. Et du coup, là, on ne détermine pas ce qui est vrai et ce qui est faux. On ne fait juste que montrer les deux facettes d'une même pièce pour laisser aux auditeurs le libre, leur libre pensée et leur possibilité de se faire un choix, mais avec un choix éclairé, avec tous les Mhm. éléments en main. Et ça évite en particulier les bulles d'information dans lesquelles on s'enferme Mhm. souvent sur Internet, qui fait que, avec les suggestions, les algorithmes et puis les tris dans les amis de nos réseaux sociaux, on finit par être exposé que à des informations qui viennent confirmer ce que l'on pense déjà savoir, qui viennent Mhm. confirmer nos préjugés, nos convictions, notre religion, notre politique. Et ça, c'est un des plus gros biais qui nous expose le plus aux fausses informations. Et être exposé à l'opinion de l'opposition, des gens qui ne pensent pas comme nous, Mhm. c'est une façon de s'extraire de cette petite bulle d'informations dans lesquelles on est tous enfermés là. Et du coup, cette extension-là, elle propose ça, de au moins montrer que tout le monde n'est pas d'accord et que par exemple, il y a tel site qui raconte exactement le contraire. Et ça m'a l'air d'être une voie qui est plus pertinente. Bon, je crois que dans le monde anglophone, cette extension-là, elle a eu un petit succès et puis ça marche pas mal. Par Mhm. contre, vu qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui l'utilisent, les articles en français, ils sont très rarement catégorisés dans cette extension-là, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais je pense que c'est au moins une méthode à laquelle on pourrait réfléchir parce que je trouve qu'elle va plutôt dans le bon sens. Mhm. D'accord. Alors, venons-en quand même finalement à enfin, à la solution, entre guillemets, ou en tout cas à la tentative d'apporter des débuts de solutions que vous recommandez personnellement. Vous préconisez plutôt une solution qu'on pourra dire à la fois plus humble et plus ambitieuse, peut-être, puisqu'il s'agit d'éduquer les citoyens, les gens en général et les enfants en particulier, et donc les éduquer au traitement rationnel et dépassionné, on pourrait dire, de l'information médiatique. Donc comment est-ce que ça se passe en fait en pratique? Donc oui, tu me parles de l'éducation aux médias. Ça, je pense que c'est la solution qui m'a l'air la plus saine. Mais par contre, je me rends bien compte que c'est la plus difficile à mettre en place. Et puis, les résultats ne peuvent pas être attendus de façon immédiate, à court terme. C'est vraiment la Mhm. solution à très long terme. C'est-à-dire que si on met en place aujourd'hui euh, un enseignement à l'éducation aux médias et à l'information, on en verra un peu les effets sur notre comportement face aux médias, mais seulement à la génération à venir, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est un projet pour des 20, des 40 ans, quoi. C'est seulement lorsque, je sais pas moi, les jeunes d'aujourd'hui qui auront peut-être eu la chance d'avoir une meilleure éducation aux médias que notre génération à nous, seront au pouvoir dans les entreprises, seront des hommes politiques ou des journalistes, que peut-être ça se passera mieux. Voilà. Mais Mhm. vu que c'est un projet à très long terme, c'est difficile à débloquer les consciences et les budgets parce que il faut, il faut des résultats tout de suite pour qu'un homme politique puisse justifier de ses actions, quoi. Eh ouais. Mais ça m'a l'air d'être la solution la plus saine, au lieu de interdire les fausses nouvelles, de Mhm. apprendre aux gens à mieux les reconnaître. Mhm. Dans une idée un peu voltairienne, qui Tout à disait fait. qu'il était prêt à défendre le droit de chacun à dire des âneries, des Mhm. conneries, même des trucs faux. Voilà. Et moi, je suis assez dans cette voie-là. Je pense qu'il ne faut pas censurer les Mhm. trucs faux. Si c'est clairement faux, je pense que chacun a le droit de le dire et de le défendre avec ses arguments, à la condition que, bien sûr,
en face, il y ait la liberté de critique, la liberté d'analyse, de libre examen, et qu'on ait le droit de faire savoir à quel point les arguments d'un tel ou d'un tel sont tout pourris et pourquoi. Voilà. Donc je pense que c'est dans le débat un peu plus démocratique et citoyen que peut-être, je suis peut-être un peu trop idéaliste, mais je pense que au bout d'un moment, le vrai et le faux devraient se trier par le débat, par la confrontation des arguments, par que chacun pèse et sous-pèse ses arguments, les arguments de l'autre. Et dans la discussion, petit à petit, se filtreront les vraies et les fausses nouvelles, quoi. Voilà. Donc après, je ne sais pas comment mettre en place des cours qui permettraient d'apprendre aux citoyens à mieux discerner le vrai et le faux. Ça, c'est vraiment une autre question qui est un peu difficile, quoi. Et moi, j'ai l'occasion de donner des formations ou des cours d'éducation aux médias à différents niveaux, que ce soit à l'école, au collège, à l'université, ou même pour des adultes, de la formation populaire, ou même par YouTube, quoi. C'est une plateforme d'éducation populaire où je m'adresse pas particulièrement à des jeunes. Et puis j'ai l'occasion d'enseigner ce sujet-là aussi à la maison d'arrêt de Grenoble, par exemple, où je peux voir les détenus qui sont souvent plutôt en marge des outils numériques et qui ont encore plus de difficultés que le reste de la population à faire le tri sur Internet, puisqu'il faut un peu connaître l'utilisation des moteurs de recherche pour pouvoir faire remonter à la source, croiser les informations, quoi. Et ce que je mets en place dans ces genres de formations, en fait, j'ai pas l'assurance que ça ait un quelconque effet ou que ce soit vraiment efficace. C'est un pari que je fais, que en enseignant aux gens à remonter à la source, utiliser les moteurs de recherche pour vérifier l'information en remontant le plus haut possible la chaîne des tweets et des retweets et des recopies pour remonter la rumeur à sa source, que on peut finir par peut-être avoir un peu de recul sur les événements et puis se faire une opinion un peu plus éclairée. Mais c'est pas dit que les compétences que je enseigne avec les exemples pédagogiques que j'utilise moi, qui sont souvent des exemples issus du paranormal ou des pseudosciences, que ces compétences-là, elles puissent être transférables à d'autres sujets. Parce que moi, ce que j'espère, c'est que ces personnes-là, au bout d'un moment, plus tard, après les formations, peut-être l'année prochaine, ils finiront par utiliser les méthodes que je leur ai enseignées pour passer au crible de l'esprit critique leur parti politique, leur religion, leur thérapie alternative préférée. Mais c'est pas sûr. J'ai encore pas de moyens étudiés de façon un peu scientifique, un peu carrée, d'avancer que ces compétences-là, elles sont transférables d'un sujet à l'autre et qu'augmenter l'esprit critique des gens sur les sujets paranormaux, par exemple, pourra les aider à être plus critiques sur les sujets de société scientifiques ou politiques ou religieux, par exemple. D'accord. Mais quels sont ces outils de réflexion que vous essayez de transmettre alors? Alors moi, je pense que, je me suis décidé à me faire une petite liste des compétences que je pense importantes à enseigner pour avoir un bon esprit critique. C'est, par exemple, le bon usage de la logique formelle. Déjà, essayer de savoir qu'est-ce qu'un argument logique, qu'est-ce qu'un argument illogique. Et c'est des trucs qu'on apprend, par exemple, au lycée en mathématiques. Un argument, par exemple, Socrate est mortel, tous les mortels. Alors, je la refais. Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc etc. Ces genres d'argumentation-là. Puis la contraposer, et puis savoir quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça marche pas, quand est-ce que l'argument y foire, et arriver à savoir qu'est-ce qu'il y a un argument qui est logique et un argument qui est illogique. Déjà, ça peut nous aider dans les conversations. Après, il faut arriver à repérer les arguments fallacieux. Il y a des arguments qui nous touchent, parce qu'ils ne touchent pas notre cerveau ou notre logique, mais ils touchent nos émotions. Par exemple, je sais pas moi, un appel à la nature, qui consistera à dire que ce qui vient de la nature est forcément bon pour nous, alors que ce qui est chimique, fait en laboratoire, industriel, du coup est forcément mauvais pour nous. Ça, c'est des raccourcis logiques qui, vu que la plupart du temps,
ils sont vrais et qu'ils se vérifient, ben, on en vient à penser que c'est systématiquement vrai tout le temps, toujours. Alors que bien sûr, c'est faux. Il y a des produits qui sont naturels et qui sont tout à fait toxiques. Et puis, il y a des produits qu'on fabrique en laboratoire et qui, bien sûr, peuvent nous aider à guérir des maladies. Donc, arriver à repérer les failles de raisonnement et puis les arguments fallacieux, ben, c'est pratique. Donc déjà, ne serait-ce qu'à enseigner aux gens les listes d'arguments fallacieux qui sont très vieilles. Hein. Par exemple, il y en a qui datent de plusieurs millénaires. Hein. Déjà, les philosophes grecs de l'Antiquité, ils faisaient ces genres de listes-là pour essayer de moins se faire avoir par les travers classiques de notre raisonnement, quoi. Et en fait, il n'y a pas besoin de se connaître beaucoup en sciences, par exemple, ou avoir d'une grande éducation de culture générale. Même des personnes qui n'ont pas été à l'école et qui n'ont pas une grande culture générale, ils peuvent quand même essayer de trier le vrai et le faux dans des sujets aussi pointus que, je sais pas moi, les sciences, les OGM, les vaccins, etc. Par contre, il y a quand même un minimum requis, je pense, c'est quelques notions de statistique, car on a un cerveau qui est à peu près tous le même, hein, toute l'humanité est câblée un peu sur le même modèle. Et nos cerveaux sont pas très à l'aise avec les statistiques et se laissent très facilement avoir par des biais, et on trébuche tous sur les mêmes pierres. Et par exemple, on a un biais d'étalage de statistiques de l'aléatoire qui fait qu'on a l'impression que ce qui est aléatoire doit être bien réparti, bien uniforme. On ne s'attend pas à ce qu'en tirant des piles ou face comme ça au hasard, on tombe 3 fois sur pile d'affilée ou 4 fois sur pile d'affilée. Et donc, si on demande à des personnes de générer juste comme ça, en disant pile, pile, face, pile, 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 face, un truc qui pourrait être aléatoire, parce que citent les gens comme ça à l'oral, est beaucoup plus étalé que ce que donnent en fait, en vrai, des vrais tirages de dés. Et ça nous mène à imaginer qu'il y a des regroupements ou qu'il y a des vides qui ne devraient pas être là. Je sais pas, moi, par exemple, si on entend parler d'une vague de suicides dans une grande entreprise française et qu'il y a eu 4 suicides d'affilée le même mois, on ne peut pas y voir autre chose que une raison que l'entreprise est forcément oppressive ou qu'un chef est trop oppressif. On a du mal à imaginer qu'une telle circonstance puisse arriver par hasard. En fait, ça, c'est souvent négligé, le fait que tous les autres mois où ça ne s'est pas passé, ça s'étale, et puis que des fois, des regroupements aléatoires, ça arrive. On étale beaucoup trop, quoi. Donc avoir des notions de statistiques, c'est important, et encore plus important dès qu'on veut essayer de se faire une idée sur les sujets scientifiques, parce que toutes les études scientifiques, elles ont toujours une part d'aléatoire, et il y a donc forcément des faux positifs, c'est-à-dire des études qui montrent que apparemment il y a un effet de tel truc sur tel truc, alors qu'en fait c'est juste un aléa statistique, un coup de pas de bol, on avait juste recruté justement les personnes qui... Bon, ça peut arriver. Et ces seuils statistiques, tous les scientifiques le calent à peu près à 5%. C'est-à-dire que on aimerait qu'il y ait moins de 5% de chances que les résultats qu'on obtienne puissent arriver juste par hasard. Et s'ils vont en dessous de ces 5%, alors on dira que l'étude elle est positive. Mais ça implique que du coup, sur 100 études scientifiques sur le sujet, même s'il n'y a aucun lien entre les deux trucs qui sont étudiés, il y a quand même 5% des études qui montreront un effet positif, parce que ce sont des faux positifs. Et ça, on l'oublie beaucoup. Et ça nous met dedans à chaque fois que quelqu'un, par exemple, brandit une étude scientifique dans la presse en disant une étude par des chercheurs américains a prouvé que... Mais en fait, si je ne sais pas dans quel corpus cette étude a été tirée, si ça se trouve, c'est juste une étude tirée parmi des milliers d'autres études qui disent exactement le contraire. Donc nous, on se laisse toujours avoir par l'existence d'une étude qui prouve que, et notre cerveau, il n'a jamais le réflexe de demander les autres études sur le sujet qui ont été faites pour pouvoir comparer et voir si s'il y a 5% des études qui montrent qu'il y a un effet, c'est ce que je pourrais attendre d'un univers où il n'y a absolument aucun effet, par exemple. Voilà, ce sont juste des faux positifs. Donc il faut quelques notions de statistique. Voilà. Il faut quelques notions de journalisme aussi, par exemple. Moi, je pense que apprendre à faire une enquête journalistique, un dossier un peu carré pour remonter à la source, croiser les informations, ça devrait être des compétences qui devraient être enseignées, mais acquises par toute la population, je pense. Par exemple,
Moi, je suis bien content de savoir un petit peu faire la cuisine. Parce que je suis pas un cuisinier dans un restaurant 5 étoiles, hein, mais j'ai Mm. quelques bases, j'ai le minimum. Et moi, je pense que ça devrait être le cas de toute la population. Bon, dans mon monde idéal, j'aimerais que tous les Français s'y connaissent un petit peu, un minimum, en cuisine pour faire des repas équilibrés et puis améliorer le quotidien. Bah, le journalisme, c'est un peu pareil. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait que toute la population française ait au moins les bases de la première année d'études de journalisme à la fac sur qu'est-ce qu'une preuve, qu'est-ce que l'objectivité, la subjectivité, comment remonter à la source de l'information, faire la différence entre une source primaire et une source secondaire. Et ça, c'est très peu enseigné. Donc moi, c'est un petit peu ça que j'appelle l'éducation aux médias. C'est donner le niveau 1 en compétences journalisme à peu près toute la population. Mhm. Donc, dans cette entreprise que vous venez de décrire un petit peu, bon, vous vous impliquez beaucoup là-dedans. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres gens qui participent? Tu me demandes est-ce que c'est bien parti et qu'il y a beaucoup de cours d'éducation aux médias qui sont donnés en France, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Il se trouve que le ministère de l'Éducation nationale, depuis 2 ans, a Mhm. vraiment demandé très officiellement à tous les enseignants de toutes les matières Mhm. de tout le territoire français de bien mettre en avant cette notion d'éducation aux médias et d'éducation à la pensée critique pour Mhm. attiser et aiguiser l'esprit critique de tous les élèves. Donc en fait, la volonté, elle y est, de la part même de la hiérarchie, des profs et même jusqu'au haut ministère. Mhm. Après, dans l'application, c'est un peu plus dur parce que les enseignants, eux, ils sont pas du tout formés à cette discipline-là. Ceux qui souvent écopent de ces compétences-là, de enseigner à la pensée critique, c'est souvent les profs d'histoire ou de français. Je ne sais pas trop Mhm. pourquoi, probablement parce que c'est ceux qui, en France, enseignaient l'éducation civique, et donc du coup, Mhm. par habitude, c'est un peu les mêmes qui écopent de cette charge-là maintenant. Mais on ne peut pas attendre d'un prof d'histoire ou de français qu'il soit particulièrement plus à même que n'importe qui dans la population d'avoir un esprit critique sur les sujets de, je sais pas moi, le paranormal, l'actualité ou les complots, quoi. En fait, même quand on fait des études par catégorie socio-professionnelle sur la prédominance des croyances, ça s'est fait plusieurs fois, hein. Il y en a des récentes, il y en a une en particulier qui date un peu, mais qui est des années 90, qui avait, Mhm. avec des gros échantillons, classé les croyances des gens en fonction de leur âge, leur sexe, leur catégorie socio-professionnelle. Et il se trouve que les enseignants sont parmi les professions qui scorent le plus haut dans les croyances aux ovnis, à l'astrologie, aux fantômes, à la numérologie, etc. Ouais, je me Et rappelle, ouais. c'est justement ces gens-là qui ont la charge d'éveiller l'esprit critique des élèves. Mhm. Donc je pense que le plus urgent à faire avant tout, c'est plutôt la formation des formateurs. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire en sorte que, au moins, ceux qui ont la charge de former à la pensée critique ou à l'éducation aux médias, ils aient une formation sur le sujet et puis qu'ils puissent avoir des ressources pédagogiques, des cours bien faits et bien formatés avec une pédagogie qui ait fait ses preuves, quoi. Moi, je ne comprends pas que ce ne soit pas plus les documentalistes qui aient la Mhm. charge d'enseigner plutôt ces cours-là. Parce que oui, on leur demande, mais ils n'ont pas de moyens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de horaire face au public. C'est-à-dire Et qu'il ouais. n'y a pas de cours où ils ont directement les élèves devant eux. C'est toujours dans leur bibliothèque respective. Et donc c'est difficile pour eux de mettre en place des cours d'éducation aux médias tant qu'ils n'ont pas de volume horaire qui leur est attribué, quoi. Mhm. Ouais, j'avais interviewé Gérald Bronner il y a quelques mois déjà maintenant, et dans son dernier livre, Le danger sociologique, bon, il mentionnait une tribune qui avait été publiée dans Libération par quelques professeurs de lycée et des universitaires qui étaient très critiques en fait envers cette initiative d'enseignement au traitement critique de l'information. Euh, Par exemple, bon, dans cette tribune, on lisait, donc là je cite, organiser sans préparation ni sensibilisation des enseignants à une connaissance des théories du complot, infiniment plus complexe à comprendre qu'à dénoncer. Euh, Elle repose, donc ici il s'agit de cette formation
aux médias repose sur une volonté contre-productive de normalisation des représentations. Les outils offerts par le ministère de l'Éducation nationale sont indigents et ne sauraient remplacer une formation en histoire des idées et en philosophie politique. Donc là, c'est pas des complotistes qui ont écrit cette tribune, c'est des universitaires, des professeurs de lycée, plutôt en sciences sociales. Est-ce que ça reflète en partie la vérité à votre avis ou Oui, oui, ben, est-ce que ça reflète en partie la vérité à votre avis ou c'est exagéré ou oui, bah moi je suis assez d'accord avec ça, parce qu'effectivement, ce qu'il faudrait avant de mettre en place un nouveau cursus éducatif ou une nouvelle discipline, ce serait de l'évaluer de façon scientifique pour évaluer la pertinence de cette pédagogie, quoi. Ça deviendrait à l'idée de personne de changer notre façon d'enseigner, je sais pas moi, la lecture par exemple, de passer de la méthode syllabique à la méthode globale, sans s'appuyer sur des études scientifiques qui prouvent avec des bonnes cohortes et des bons résultats que telle méthode est plus efficace que telle autre. Et l'enseignement à la pensée critique, par exemple, ben, ça n'a jamais été vraiment évalué. C'est-à-dire que c'est une pédagogie que là, le ministère a très hâte de vite mettre en place pour réagir à court terme à une actualité pour plaire aux électeurs. Mais Hmm. moi, ce que j'aimerais, c'est qu'avant qu'on se mette à vraiment changer la pédagogie pour essayer de faire plus d'éducation à la pensée critique, ben, c'est de mettre au point une pédagogie à la pensée critique qui soit évaluée par des études un peu carrées. Et ça consisterait à faire de la recherche sur le sujet. Mhm. Et il y a des projets de recherche qui sont engagés. Ben, en ce D'accord. moment, là, il commence à y avoir du budget pour faire des études sur un grand panel d'élèves avec des âges très différents, où on Mhm. prendrait des milliers d'élèves auxquels on donne des cours d'éducation à la pensée critique, des milliers d'élèves auxquels on ne donne pas ce genre de cours, et à la fin de l'année, essayer de leur faire passer un test de mesure, un test de niveau d'esprit critique pour voir si on a réussi à élever de façon significative l'esprit critique du groupe qui était testé, quoi. Mais ça passe bien sûr par l'étalonnage d'une échelle de mesure de l'esprit critique. Et ça, bah, c'est très difficile à faire. Comment est-ce qu'on mesure l'esprit critique de quelqu'un? Ah ouais. Il faudrait, je sais pas moi, avoir des questionnaires qui soient vraiment très standardisés, un petit peu comme un questionnaire de quotient intellectuel, où on Hmm. puisse avoir le QI de quelqu'un. Je ne sais pas trop ce que représente le QI, mais bon, vu que c'est corrélé avec quelques facettes de la personnalité, ça peut quand même avoir un intérêt. Bah, c'est pareil pour le quotient d'esprit critique, je suppose. Donc si on avait de quoi faire passer des tests pour avoir un quotient d'esprit critique des gens, ben, je ne sais pas ce que ça représenterait effectivement, mais si on arrive à corréler ça avec des aptitudes ou des compétences acquises qui peuvent être utiles ou intéressantes pour l'éducation nationale, alors dans ce cas-là, ben oui, on pourrait essayer de mettre en place ces genres de pédagogie-là. Mais il faudrait les tester d'abord Mhm. avant de les mettre en place. Là, je pense qu'on met effectivement la charrue avant les bœufs, quoi. Donc c'est pour ça que pour ce qui est de l'éducation nationale, des écoles et de ces genres de cours-là, il ne faut pas se précipiter. Et c'est pour ça Mhm. que moi, en fait, la voie qui me paraît la plus saine, que j'ai choisie là, c'est plus la voie de l'éducation populaire. Donc moi, je m'adresse plutôt à des adultes, plutôt sur des plateformes accessibles à tout le monde. Donc là, bah, j'ai choisi les plateformes de vidéos d'hébergement gratuit, c'est-à-dire YouTube, Dailymotion, etc., pour proposer mes réflexions sur l'enseignement à la pensée critique au plus grand nombre pour susciter un intérêt et puis susciter des débats citoyens. Voilà. Donc c'était la méthode que je proposais moi, c'est plutôt de faire de l'éducation populaire à la pensée critique. Mhm. Et ces projets de recherche qui visent à essayer de mesurer l'efficacité de l'enseignement à la pensée critique, enfin vous êtes un peu penché dessus. Est-ce que c'est des projets qui sont franco-français? Par exemple, je sais qu'aux États-Unis, il y a un professeur de philosophie, pardon, qui s'appelle Peter Bogossian à l'université de Portland State, qui enseigne beaucoup ce qui est pensée critique, non seulement à l'université, mais aussi comme vous le faites à des détenus en prison. Donc je me pose la question de savoir si
Bah, les projets internationaux comme celui que tu viens de citer de Peter Boghossian est vraiment intéressant, c'est fascinant. Et Mhm. puis il y a déjà eu des chercheurs dans le monde anglo-saxon qui se sont déjà penchés depuis pas quelques décennies, mais au moins quelques années sur l'élaboration d'un test d'évaluation d'esprit critique des gens. Et c'est sur ce modèle-là que l'équipe de Français qui travaille en ce moment sur le sujet va se baser pour essayer de évaluer la pédagogie à l'esprit critique, quoi. Et par contre, je ne crois pas qu'il y ait de méthode évidente. C'est-à-dire que là, on est Mhm. en train de tester un peu chacun de son côté des trucs, mais l'esprit critique, c'est très vaste. Déjà, le mot intelligence, il signifie déjà pas grand-chose. Mais alors, Mhm. définir ce que c'est que l'esprit critique d'une personne, ben, c'est très vaste. Et puis, il n'y a pas deux personnes qui ont la même définition de ce que ça doit représenter ou des compétences qui devraient être derrière, quoi. Mhm. À minima, je pense que l'esprit critique, ça devrait être au moins pour moi euh, la capacité d'une personne à remettre en question les connaissances qui lui sont apportées tout cru dans le bec par des autorités. C'est-à-dire Mhm. remettre en question la religion de ses parents, de Mhm. remettre en question les lois et les dogmes que lui impose son gouvernement, Mhm. ou son proviseur, ou son prof. Et ça, bah, du coup, c'est dur parce que ça demande aux autorités bah, d'accepter la critique. C'est-à-dire qu'il faut demander à un ministère d'éduquer la population à remettre en question les lois et les décisions des ministères. Eh Ça ouais. demande aux parents de laisser la liberté à leurs enfants de remettre en question leur propre autorité. Ça demande aux curés de laisser l'opportunité à ces ouailles de critiquer eux-mêmes le propre dogme. Mhm. Donc, faire de l'éducation à la pensée critique de façon institutionnelle, je vois bien que c'est difficile, ça va bloquer Mhm. quelque part, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est possible parce que même les autorités voient quand même le gain qu'il peut y avoir d'avoir Mhm. une population qui réagit et qui vote un peu plus rationnellement et pas juste guidée par les buzz des médias ou par je ne sais quel même du moment, quoi. Et, donc bon, je suis assez confiant sur le fait qu'on va réussir à concilier ces choses qui ont l'air inconciliables. Mhm. Ben, espérons que, ouais, espérons que ça reste encourageant, qu'on s'aperçoive que ça fonctionne peut-être. Et puis, voilà, enfin moi j'ai posé toutes mes questions. Je sais pas si vous souhaiteriez rajouter quelque chose, si vous pensez que j'ai oublié de vous demander d'aborder un point. Ouais, moi je veux bien rajouter un truc, Ouais. une petite réflexion pour rajouter une petite pierre à cet édifice. Moi, il y a un sujet qui m'a bien occupé ces dernières années, Mhm. c'est d'essayer de savoir quelles sont les méthodes les plus efficaces pour rendre quelqu'un plus rationnel. Je sais pas moi, quelqu'un qui part à la dérive, dans une dérive sectaire par exemple, ou qui se met à croire à des complots complètement bizarroïdes, ou qui part dans une thérapie alternative New Age qui commence à influer sur sa vie personnelle ou sur sa vie sentimentale ou familiale. Donc Mhm. arriver à faire changer d'avis une personne pour lui faire prendre du recul sur une pensée qui devient un petit peu trop obsédante pour elle, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer au départ. Parce que le premier réflexe que moi, comme n'importe qui aurait, c'est Mhm. de lui montrer des preuves que ce en quoi il croit, c'est faux. Ça paraît un réflexe assez normal en disant, ben, si je lui montre les raisons pour lesquelles ces preuves sont invalides ou que moi j'ai des preuves que tout ce dans quoi il croit c'est faux, ça devrait le Mhm. faire changer d'avis. Bon, bah, il se trouve qu'en fait, en faisant des études sur le sujet, euh, tous les domaines de la recherche en psychologie cognitive montrent qu'en fait, c'est pas très efficace, Ouais. que personne change d'avis en se voyant humilié et mettre sous le nez son propre caca, quoi. Mhm. Et je vois jamais une personne qui a changé de religion à la fin d'une conversation en disant ah bah ouais, t'as raison. Bon bah allez, je change de religion. Mhm. Jamais j'ai vu ça à la fin d'une conversation. Voilà. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, à vouloir contre-argumenter avec des arguments et des preuves
ça fait jamais changer d'avis les personnes, surtout les personnes qui sont les plus impliquées dans leurs croyances. Et même au contraire, voir sa croyance à laquelle on tient et dans laquelle on se définit même en tant qu'être, hein, on se définit en tant que sa religion ou son parti politique, voir sa croyance être attaquée, ça nous légitime à la défendre, puisqu'elle est attaquée. On doit la défendre. Et du coup, la personne, elle était seulement croyante, et après la conversation, elle devient croyante et prosélyte. C'est-à-dire qu'on a aggravé le problème. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet boomerang. C'est-à-dire qu'en pensant améliorer le problème, en fait, on l'a aggravé. Et donc, ça, c'est difficile pour l'enseignement à la pensée critique. Parce que si jamais mes élèves me disent Monsieur, nous, on croit que, je sais pas, moi, le monde est dominé par un complot Illuminati ou par un complot extraterrestre reptilien. Si moi, je commence à leur expliquer pourquoi, ça, c'est faux, et que les reptiliens, ça n'existe pas. Mais moi, je vais être confronté à ça en classe. C'est-à-dire que je vais augmenter la ténacité de mon interlocuteur dans sa croyance en essayant de la contre-argumenter. Donc il va falloir prendre en compte que l'enseignement, la pensée critique, ça va devoir passer par le fait de contourner ce problème-là et de enseigner la méthode de la pensée critique, c'est-à-dire comment évaluer les preuves, qu'est-ce qu'on va accepter comme étant une preuve valide, une preuve invalide, un argument valide, un argument invalide, et sans parler de leur croyance en particulier. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver des exemples pédagogiques auxquels personne ne tient particulièrement. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'utilise souvent des exemples issus du paranormal, parce que les fantômes, les ovnis, la télépathie, ça fait marrer les gens, ça intéresse, mais il n'y a pas vraiment de personne qui se reconnaît en tant qu'être comme étant un croyant en la télépathie, par exemple, comme on pourrait croire en la religion ou en idéologie politique, quoi. Et bien, du coup, je pense que ça permet de plus parler de la méthode, et en évitant toutes les réactions un petit peu épidermique, émotionnel, qui viendrait interférer avec le raisonnement qui devrait être, j'espère, un peu plus cérébral, quoi. Voilà. Alors, c'est ce genre de réflexion-là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, non seulement pour enseigner la pensée critique dans des cours un peu formels, mais aussi avec les discussions qu'on aura inévitablement au dîner de famille, au prochain Noël, avec la tante Gudule qui va nous parler des vaccins, ou avec le collègue à la machine à café au bureau qui va nous parler du complot de la Lune. Ça, faut y penser, quoi. D'accord. Donc on peut conclure en disant, comme le faisait Christopher Hitchens, bon, c'était dans un autre contexte, mais sa phrase s'applique bien ici. Je pense que il est préférable d'essayer d'enseigner aux gens comment penser plutôt que d'essayer de leur enseigner quoi penser. Excellent. Voilà. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir répondu à mes questions. Merci bien, Vincent. C'est toujours agréable de discuter avec toi, et ouais. J'espère qu'on se reverra dans d'autres occasions. Ouais, j'espère aussi. Voilà. Bonne soirée alors, Christophe, et puis merci encore. Bonne soirée à toi, et puis bonne année, bonne continuation pour ton projet, parce que à chaque fois, tu as des intervenants vraiment extraordinaires. Et puis c'est toujours passionnant, quoi. Je crois que j'ai à peu près tout écouté, chacune des interventions, et à chaque fois, c'était des bons mots. Merci beaucoup alors. Une de plus. À bientôt, Vincent. Ciao. Ciao, salut.